2M. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, le président de Palestine, est en visite en France, à Paris, pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cette actualité brûlante vous inspire, vous qui avez écrit justement un livre pour prendre un peu plus de distance par rapport au conflit et ce qui se passe à Gaza? Cette visite s'inscrit dans la reconnaissance à l'ONU de la France de l'État palestinien. Certains ont dit qu'il était trop tard, d'autres étaient trop tôt. L'essentiel, à mon avis, c'est que d'avoir posé cet acte-là. Une fois que nous avons posé cet acte-là, la guerre n'a pas pour autant cessé. La violence n'a pas pour autant cessé. Et je trouve que c'est très important de pouvoir continuer à faire plier Netanyahou par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui en Palestine, et la France, l'Europe, mais aussi le monde arabo-musulman doit peser de tout son poids, de telle sorte que le politique revienne, parce que il y a un vrai manque de politique dans la mesure où la force et je dirais les rapports de force, et notamment le droit du plus fort, s'installent face à l'effondrement de la question du droit et la question de la justice. Et ce qui se joue à Gaza ne concerne pas simplement Gaza. Ce qui se joue à Gaza, c'est d'abord l'hypothèque de nos grandes valeurs, des valeurs de la démocratie, des valeurs auxquelles nous croyons, et qui se déchirent en face de nous et qui nous brûlent par l'apparition des obligations qui ne sont même plus là vis-à-vis du peuple palestinien, que certains voudraient absolument effacer, et surtout l'effondrement du cadre du droit, et ça c'est beaucoup plus dangereux. Ouais. Pourquoi justement, allons dans le cœur du sujet, L'homme qui lisait des livres, votre dernier roman chez Julliard, paru chez Julliard. Pourquoi cet ouvrage qui est d'une certaine manière la rencontre entre l'intime et le politique, entre l'image et le mot, entre aussi le désespoir et l'espérance? Parce que c'est la définition même de l'existence, c'est-à-dire que l'existence est traversée par le tragique, par la question du malheur, la question de la violence, ça fait partie de la vie. Et toute la question, c'est comment, face à ce tragique, l'homme peut continuer encore à tenir et faire face je dirais, à cela, sans pour autant céder sur un principe fondamental qui est d'abord la dignité humaine. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois d'aborder le regard de la prise de la photo qui relève de l'instantanéité, je dirais, de ce rapport de l'immédiateté où nous sommes dans des civilisations de l'image, et on est tellement abreuvé d'images qu'elles finissent par produire le contraire de ce qu'elles devraient faire, c'est-à-dire éveiller la conscience. Elles finissent par nous anesthésier. Voilà ce que j'allais dire, nous anesthésier. Oui. Et au bout d'un moment, on finit par s'habituer à la violence. Et pour moi, c'est exactement le processus même de la déshumanisation. Et donc, pour moi, il s'agissait, lorsque le débat devient de plus en plus difficile, lorsque le débat est interdit, lorsque le politique interdit l'empathie, lorsque un certain nombre de récits, notamment ceux de Palestiniens, étaient invisibilisés, lorsque un certain nombre de manifestations, de simplement de dire Free Palestine, d'un seul coup, vous pouviez être convoqué au commissariat et au tribunal. À partir de ce moment-là, et Simone Veil, la philosophe, le dit avec un W, elle dit que ce qui est d'abord sacrifié en contexte de guerre, c'est d'abord la pensée. Et qui dit penser, on cesse de penser la complexité, et on touche à la liberté. Et à partir du moment où on touche à la liberté, on touche à la notion même de la vérité des faits, puisque la vérité n'est plus de l'ordre de l'analyse du fait, elle devient de l'ordre de l'appartenance à un groupe. Vous voyez, donc elle finit par vous enfermer et vous devez absolument parler à votre groupe. Et donc face à cette déshumanisation des Palestiniens à laquelle nous avons assisté, une déshumanisation qui passait par la vision de drones, je dirais, des ruines de Gaza et de l'effondrement, les statistiques. Et donc, du coup, il y avait un phénomène d'abstraction des Palestiniens, une abstraction qui était poussée jusqu'au bout parfois, où ils étaient simplement considérés soit comme des victimes, soit comme des terroristes. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de contexte. Et pour moi, c'était important, face à cette déshumanisation, de passer par le roman, par le sensible,
pour justement raconter l'histoire d'un homme. Et en faisant cela, on singularise. Et le propre de la littérature, c'est qu'elle permet l'empathie là où le politique l'interdit. La littérature permet d'entrer dans la chair. C'est quelque chose qui est incarné. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Et contrairement à l'image, le rapport à l'immédiateté, la lecture propose une épaisseur du temps, de l'histoire, de la durée. Et c'est important d'inscrire de la durée pour pouvoir résister à ce rapport que nous avons de plus en plus de consommation d'informations, de consommation d'images, parce que une société informationnelle ne crée absolument pas de récits, et nous sommes en manque de récits, que la littérature, l'histoire de cet homme qui s'appelle Nabil Al-Jaber, palestinien né en 1948 jusqu'en 2025, raconte à la fois l'intime, et l'intime est politique. Et ce livre est très politique, mais pas au sens partisan du terme, à savoir défendre une thèse ou être contre quelqu'un. Non, il pose une question toute simple, mais qui peut être vertigineuse, c'est est-ce que toutes les vies sont pleurables ou pas? Car pour certains, malheureusement, dans nos médias français, certains disaient que la vie d'enfants palestiniens ne valait pas quand même la vie d'enfants israéliens, parce qu'ils faisaient une distinction dans la manière dont les enfants mouraient. Allez dire ça aux parents. Ouais. Justement, écrire un roman, c'est une manière d'aborder un sujet extrêmement sensible dans le contexte français et très polarisant aussi. Est-ce que justement, d'ailleurs, on est souvent accusé, dès qu'on aborde ce débat, on peut être accusé d'antisémitisme. Est-ce que pour vous, ça a été une manière, justement, l'écriture et notamment la fiction, le roman, a été une manière de vous accorder plus de liberté? Oui, absolument, c'est ce que permet la littérature. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des essais, on a un certain nombre de thèses que nous essayons de défendre, et on voit bien qu'on est dans des sociétés que certains appellent post-vérité ou post-argument. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, ce qui va être important, c'est plus l'argument, c'est plus le fait, c'est plus l'analyse, c'est plus la rigueur. Ce qui va être très important, c'est le ressenti. Et ça, vous l'avez avec, je dirais, Poutine, vous l'avez avec Netanyahou, vous l'avez avec le président américain, où fondamentalement, la vérité n'est pas importante. Or, une société ne peut pas vivre sans vérité. C'est-à-dire essayer de vivre dans une société où il n'y a que du mensonge, où il n'y a que du faux. L'être humain va absolument périr. Et donc, étant donné que la complexité, en tout cas de l'analyse, il faut être absolument disponible pour pouvoir recevoir cela. Et souvent, les gens ont déjà un a priori sur ce que vous allez dire. Et donc, pour démonter, comme sur le discours du Rassemblement national ou le discours extrême, vouloir les déconstruire par l'analyse, ça ne fonctionne pas. Et il me semble que par la rhétorique du sensible qui est au service du sens, la littérature, de par la sensibilité, de par sa forme, permet justement de pouvoir, je dirais, développer cette empathie dont nous avons absolument besoin. Alors on va écouter un extrait d'un chanteur palestinien, Saint-Levant, pour justement nous plonger dans ce bain culturel et aussi dans cette sensibilité qui est exprimée dans cette chanson. Saint-Levant, un extrait. Votre thèse dans ce livre, vous parlez beaucoup de résistance. On pourrait presque penser que c'est un sujet de philo au bac. Alors par contre, on n'aura pas 4 heures. En quoi lire, c'est résister ? Lire, c'est résister dans un monde qui cherche à vous déshumaniser et à vous livrer au monde de manière très primitive sur les besoins primaires. Les livres et les mots disent que la mort n'a pas le dernier mot. Parce que dans chaque être humain, il y a un espace qui est inviolable, un espace qui est pas du tout colonisable et qui est l'intériorité. Et si les mots de la littérature ou les mots tout simplement ne vous sauvent pas des bombes, ne sauvent pas les enfants palestiniens, ils permettent de sauver ce principe d'humanité, l'âme, l'esprit, puis ils permettent surtout de sauver, je dirais, la mémoire et l'histoire d'un peuple que l'on cherche à effacer. Et beaucoup de gens ont découvert d'abord la question palestinienne à travers les mots de Mahmoud Darwish. Et donc on voit bien que la puissance des mots, même pour dire l'indicible, pour dire l'exil, pour dire l'effondrement, pour dire tout le massacre, il y a quelque chose qui résiste dans les mots face à ceux qui voudraient absolument vous effacer. Justement, vous dites, la mort n'a pas le dernier mot. En même temps, les mots permettent justement de prendre l'ampleur, de comprendre ce qu'est la mort. Alors, il y a un poème de Mourid El-Baghrouti, page 93 de votre ouvrage, qui m'a saisi.
même si ça parle du retour, du droit au retour et de l'exil, mais cette phrase m'a saisi justement où il parle de la mort. Dans son poème, je crois que la mort a fait de nous son peuple. Oui. C'est vertigineux. Oui, c'est vertigineux, c'est une phrase qui est vertigineuse. C'est un poète palestinien, ça a été un prof, ça a été aussi le prof de Nabil El-Jaber, et qui montre que parfois la poésie arrive à dire en peu de mots l'indicible. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir sur soi un livre de poésie. Lire le matin, lire le soir, et c'est assez intéressant ce que vous venez de dire, parce que lorsque Nabil El-Jaber rencontre ce Français palestinien qui veut simplement saisir la photo et partir, et quand il l'invite à raconter, quand il l'invite à écouter d'abord pour raconter sa vie de 48, la vie des Palestiniens, sa propre vie, sa vie de libraire, le premier jour il lui offre 2 livres, il lui offre La condition humaine de Malraux et il lui offre le recueil La terre nos étroite de Mahmoud Darwich. C'est-à-dire qu'il y a les 2 éléments de l'existence, puisque la condition humaine de Malraux parle de la révolte, parle de la guerre, parle de la souffrance et en même temps de l'espoir, et de l'autre côté, quelque chose qui permet de continuer à résister, les mots de la poésie. Et on est toujours sauvé par les mots des autres, parce que nous, êtres humains, en fait, nous sommes des êtres de langage, nous sommes constitués par les mots que nous avons entendus, comme d'ailleurs le terme kalam en arabe qui veut dire parole, mais qui veut dire aussi blessure. C'est une blessure dans le réel, et la parole, elle est capable de créer. Voilà, elle n'est pas simplement là pour de la description, elle est capable de créer le monde, donc il y a quelque chose... Elle est performative. Elle est performative, oui. Donc je ne voulais pas utiliser ce mot-là, mais puisqu'on est... Non, parce que vous êtes un universitaire, voilà, donc... Mais elle crée un monde, et je crois qu'une société ne tient que par la parole, que par les mots. Si nous n'avons plus confiance dans les mots, si nous n'avons plus confiance les uns les autres vis-à-vis des paroles que nous émettons, si je dis par exemple à mon fils, je viens te chercher demain, ou demain on va faire ça, et que je ne viens pas, et que je ne tiens pas ma promesse, au fur et à mesure, il ne va plus croire dans les mots. Et c'est ce qui se passe dans une société. Lorsque une société ne croit plus dans les mots, dans la parole donnée, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc on voit bien que les mots vont être la source justement de résistance face à la déshumanisation et face à cette barbarie à laquelle nous assistons. C'est ce que vous disiez aussi en parlant de certains chefs d'État avec la post-vérité, et même parfois aussi des personnages médiatiques vers la post-vérité, où effectivement il y a cet effondrement de la vérité, des mots et du cadre dans lequel on a l'habitude d'interagir en société. Absolument, parce que je pars du principe que l'être humain, c'est d'abord un être d'obligation. Avant d'être un être de droit, c'est un être d'obligation. Ce qui fait qu'on a des obligations les uns vis-à-vis des autres. On a des obligations de respect et on a aussi des obligations de vérité. Si l'obligation de vérité n'existe pas, ça veut dire que la démocratie, elle s'effondre, parce qu'elle est basée avant tout sur l'obligation de vérité en termes de faits. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à la manière dont on peut manipuler les gens sur la question des mots, sur la question du langage et sur la question de la vérité. Prenez un couple, à partir du moment où il y a du mensonge entre les deux, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Et les religions traditionnelles, monothéistes, elles ont bien compris que l'instrument, je dirais, de la création par Dieu, c'est la parole. Et lorsque la parole n'est plus là pour justement lier, il y a quelque chose qui se défait. Et donc, c'est aussi une réflexion sur le langage. Il y a un personnage, Julien. Qu'est-ce que révèle, d'un point de vue politique, ce personnage de ce photoreporter français, Julien? Ça révèle ce que sont devenus aussi les médias, c'est-à-dire la consommation du spectaculaire. Et donc, à chaque fois, il faut pousser le spectaculaire, il faut pousser le clash, il faut aller dans une espèce de course pour avoir la meilleure image, la meilleure sensation, la meilleure émotion. Dès le début du livre, d'ailleurs, il y a une manifestation de membres du Hamas, de milices du Hamas, et tout de suite, il le dit d'une certaine manière, ces photos ils vont se les arracher. Oui, ils vont se les arracher parce qu'il dit ils vont satisfaire en fait, ce qui lui est demandé. Comme si c'était une commande. Comme si c'était une commande. Et lui, il va chercher quelque chose qui relève de l'ordinaire. Et il le dit, il dit, les médias ne s'intéressent pas à l'ordinaire. Or, lui, effectivement, il fait ses photos du Hamas pour la rédaction, mais il cherche justement
à trouver quelque chose qui puisse représenter Gaza autrement. Et parmi les ruines, il voit cet homme-là devant sa librairie, avec une devanture, il y a plein de livres devant, plein de livres derrière, et cet homme qui est en train de lire comme si les mots pouvaient le sauver. Et il a envie de saisir cet instant sans vouloir brusquer cet homme-là. Et au moment où il veut le prendre, Nabil El-Jaber relève la tête et lui dit, vous savez, derrière tout regard, il y a une histoire, il y a une mémoire. Venez, asseyez-vous, prenez du thé. Et je vais vous raconter mon histoire. Et à la fin, vous pourrez prendre votre photo. Donc il voulait prendre cette photo comme sans le consentement. Et quand il n'y a pas consentement, il y a violence. C'est aussi pour interroger aussi le regard occidental dans la manière où lorsqu'il n'y a pas de consentement, il y a un phénomène de violence. Et donc il l'amène par le récit. Ça rappelle Sherazade, c'est-à-dire que par le récit, elle repousse l'idée de la violence et par le récit, ça permet de faire face à la violence. Et je pense que fondamentalement, les récits, en tout cas certains récits de la littérature, de la poésie et autres, permettent de lutter contre cette idée de la violence. Ce moment où il va prendre la photo du libraire est important parce que ce libraire est toujours au seuil, le pas de porte de la librairie. Il est toujours au seuil entre deux mondes, d'une certaine manière. C'est-à-dire les livres qui... On a l'impression que c'est l'imaginaire, que c'est un lieu d'évasion, mais qui n'a pas d'ancrage avec le réel, qui est en l'occurrence très sombre. Comment justement ce libraire fait le lien entre ces deux mondes ? Effectivement, vous avez raison. La question du seuil, elle est fondamentale parce que le seuil, c'est le lieu du passage. C'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et je trouve que le seuil, c'est la tension parfaite dans laquelle nous devons absolument nous situer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus de se réfugier à l'intérieur de la librairie du monde et de s'extraire du monde, mais en même temps, en s'exposant trop à la réalité, nous risquons d'imploser de l'intérieur. Et lui, il a trouvé le seuil, qui est une manière d'être au monde pour ne pas ajouter du malheur au malheur. Et je trouvais que cette question du seuil, elle est fondamentale et on la comprend bien quand on se balade dans certaines médinas de la société marocaine, dans des ruelles, quand quelqu'un vous ouvre la porte, il est au seuil, vous n'êtes pas complètement dans la rue, vous n'êtes pas complètement chez lui, et c'est à mon avis l'endroit où on doit se tenir en termes de tension, mais c'est aussi une manière critique, parfois, en tout cas cette critique de certaines personnes qui, par rapport à une espèce de posture qu'ils ont, ils vont épouser une thèse, n'importe laquelle, corps et âme, et donc du coup, le regard critique n'est plus là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des injonctions de part et d'autre. Il y a parfois les médias vous disent, voilà ce que vous devez penser, ce que vous ne pouvez pas penser. Voilà. Ça, vous avez le droit de le dire, ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Et donc, on voit bien qu'il y a de plus en plus cette restriction qui demande une espèce d'allégeance complète, sans critique. Or, le seuil, c'est justement là où nous devons tous nous tenir lorsqu'il y a des injonctions de part et d'autre. Alors, ce seuil, justement, me rappelle un petit peu aussi le concept de frontière, notamment par Régis Debray, auteur, philosophe, ancien révolutionnaire aussi, puisqu'il a partagé une partie de sa vie avec Che Guevara, à l'époque avec Che Guevara en Amérique latine. Mais cette question de frontière, il explique que c'est un peu comme une peau, et qui doit justement transpirer, enfin, il y a des allers-retours, donc pour expliquer le concept de frontière. Et ce seuil aussi, d'une certaine manière, quand on parle de polarisation de la société de plus en plus manifeste, ce seuil est important dans le sens où on doit justement avoir des passages entre personnes qui ne pensent pas la même chose, entre différents camps, et aussi ce rôle des médias qui doivent justement aussi laisser passer les idées, les informations, les messages. Oui, parce que nous sommes des êtres de traversée en vérité. Nous cessons de traverser, je dirais, l'enfance à l'adolescence, l'adolescence à l'âge adulte et à la vieillesse. En fait, nous sommes des êtres qui traversons des choses, nous sommes traversés, et c'est l'idée du mouvement. C'est-à-dire que la fixité, il y a quelque chose qui relève de la mort. Alors il faut être à la fois enraciné, c'est très important d'être enraciné dans une tradition, dans une culture, dans un langage, mais il faut aussi être capable de traduire, et que, par exemple, puisqu'on est dans une émission qui est consacrée aux Marocains du monde, les Marocains du monde, ce sont des êtres de traduction. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas
d'autre vocation que celle-là de traduire d'une culture à une autre. Et donc, étant donné, on peut traduire de la culture marocaine vers la culture française, hollandaise ou la culture hollandaise, nous sommes des traducteurs. Et donc, nous sommes les enfants du seuil, nous sommes les enfants de cette traversée, et c'est une spécificité qui est particulière. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois que je vous ai lu, c'était plutôt un travail universitaire, les nouveaux penseurs de l'islam, et là, vous êtes dans le roman, et donc vous êtes aussi un traducteur du monde universitaire vers ce monde littéraire romanesque. Et dans votre livre, il y a justement une place importante du livre et des auteurs et de la littérature. Vous avez, c'est ce qui m'a particulièrement plu dans ce livre, c'est les livres eux-mêmes deviennent des acteurs. De cette histoire tourmentée du Proche-Orient. Et justement, quels sont les livres ou auteurs qui ont nourri votre écriture ? Alors, vous avez déjà parlé de Simone Weil. Oui, Simone Weil que je mets au tout début. Et il y a cette belle citation de Simone Weil sur l'attention. Donc je ne mets pas le début, je mets une phrase après. Mais la phrase qui précède, c'est l'attention est la forme la plus rare des générosités. L'attention à l'autre. C'est pas la concentration, c'est l'attention. Et elle dit, seul un être prédestiné a la capacité de demander à l'autre quel est donc ton tourment. Et il ne l'a pas en entrant dans la vie, il lui faut passer par des années de nuit obscure, où il erre dans le malheur, loin des siens, avec le sentiment d'être maudit, et au bout de tout cela, il reçoit la pierre de vie et il guérit la souffrance d'autrui. Et ça, pour moi, c'est exactement Nabil, c'est exactement l'histoire de la Palestine, ça le définit. Et ce Nabil, qui, au seuil de sa porte, relie un certain nombre d'ouvrages qui l'ont façonné, qui correspondent à sa vie. À certains moments de sa vie. À son moment de sa vie, puisque chaque chapitre chapitre commence à la fois par un lieu en Palestine et une œuvre littéraire. Il y a Primo Levi, si c'était un homme, il y a... ça, c'est au moment où il était en prison. Oui, absolument. Et puis, il y a aussi Shakespeare avec Hamlet. Parce qu'il a fait du théâtre. Il a fait du théâtre. C'est à ce moment-là qu'il rencontre celle qui deviendra son épouse. Oui, Hiam. Et c'est à ce moment-là qu'il entre en littérature. Et c'est vrai que lorsqu'il va jouer, effectivement, Hamlet à Gaza, dire être ou ne pas être, telle est la question aujourd'hui. On a l'impression que c'est quelque chose d'étranger aux Gazaouis. Au Gazaouis, mais être ou ne pas être, telle est la question à Gaza. Aujourd'hui, ça devient une question existentielle. Ouais. Ça devient, est-ce que le peuple palestinien a le droit de vivre ou de ne pas vivre ? C'est la question même de l'existence. Il y a aussi le livre de Job, le prophète Ayoub. Et donc, on voit bien que c'est la question du mal. C'est Job, il lui arrive... je dirais, toutes les difficultés du monde, il perd sa femme, ses enfants, son troupeau, tout. Et au bout d'un moment, dans la Bible, en tout cas, il va voir Dieu et lui dit « Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et cette question « Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Toutes les victimes, quelles qu'elles soient dans le monde, elles posent toujours la même question « Pourquoi moi ? Pourquoi on me fait ça à moi ?» Et c'est la même question qui tombe en résonance sur la question de la souffrance et du malheur chez les Palestiniens. Pourquoi nous ? Pourquoi on nous fait ça, nous ? Et donc, on voit bien que toute cette littérature mondiale, en vérité, elle devient un lieu pour penser sa condition humaine et en même temps des livres qui vont vous réconforter pour dire que ce que vous avez traversé, d'autres l'ont traversé avant vous. Et donc, ça devient des amis et quand on entre dans une librairie, on a parfois l'impression que c'est nous qui choisissons les livres, mais les livres nous choisissent aussi. Et donc, c'est en cela que les romans, les livres deviennent des sujets et lorsque Nabil El-Jaber perd absolument tout, toute sa famille, le territoire, sa femme meurt, ses enfants, voilà, exactement. Son frère. Et à un moment, les livres deviennent une patrie portative. C'est-à-dire qu'on peut habiter un texte, comme le texte nous habite. Et quand on habite un texte, face à ceux qui veulent vous détruire, vous êtes encore un sujet souverain. Vous pouvez encore dire « je ». Vous ne pouvez pas vous laisser définir par ceux qui veulent absolument vous détruire. Alors, ce livre a eu un accueil formidable en France, un accueil médiatique, aussi un accueil du public, des lecteurs. Est-ce que vous avez eu des échos auprès de la première population concernée, à savoir les Palestiniens, le public palestinien? Est-ce que vous avez eu des retours de ce public? Ça peut être les Palestiniens en France ou les Palestiniens en Palestine, justement parce qu'ils sont eux-mêmes victimes, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. J'ai reçu des mails de Palestiniens qui m'ont dit merci, tout simplement d'avoir raconté
l'histoire de ce libraire. J'ai reçu des mails de plusieurs pays, de Grèce, je dirais d'Italie, d'Allemagne, où le livre est déjà traduit puisqu'il est en cours de traduction dans 16 langues. Et donc on voit bien que la littérature a justement cette capacité de transcender le temps, l'espace et les frontières, et que les mots humains de la littérature peuvent émouvoir, peuvent toucher les gens du monde entier. Et on l'a oublié que ce soit la littérature ou le langage religieux, c'est d'abord un langage qui relève du sensible. Et à partir du moment où il y a du sensible, ça crée un espace commun de telle sorte que quand un Marocain pleure, c'est la même chose que lorsqu'un Chinois pleure. Lorsqu'un Marocain est joyeux, c'est la même chose qu'un Français qui est joyeux. Il y a là des émotions, des sentiments, des ressentis qui relèvent de l'humanité. Et c'est là où il faut lutter absolument contre la déshumanisation en réhumanisant. Constamment, en réhumanisant, en racontant d'abord l'histoire des gens. Si je vous dis il y a 20 000 ou 30 000 morts enfants palestiniens, en fait, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Par contre, si je raconte la vie de quelqu'un qui s'appelle Ahmed, Mohamed ou Yasmine à Gaza aujourd'hui, qui tente de survivre, qui tente de prendre soin de son frère parce que les parents ne sont plus là, d'un seul coup, nous devenons cette fille. Ça nous touche. Et c'est là où on fait renaître l'empathie qui a peut-être été anesthésiée. Absolument. Alors la couverture, elle n'est pas anodine parce que c'est une photo qui est redessinée. Je crois que c'est une photo qui est redessinée. Et en fait, l'homme qui lisait des livres et le personnage de votre roman, à savoir Jaber, et en réalité existe réellement. Oui. C'est un libraire ou un bouquiniste à Rabat, je crois. Absolument, qui s'appelle Mohamed Azizi, qui est à Rabat. Et quand j'ai vu cette photo, ça m'a inspiré tout de suite ce libraire à Gaza, parce que les photos de Mohamed Azizi, il y a une sérénité qui se dégage. On le voit parfois le soir lire à la tombée de la nuit. Il y a juste un peu de lumière et il continue à lire. Et il y a un espace de sérénité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la littérature suffit à cet homme pour exister. Eh bien, je vous invite à acheter le bouquin. Il est en vente au Maroc. L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, édition Julliard. Vous pouvez aussi, je les ai cités au début, mais je vais les reciter à la fin. Rachid Benzine, Lettre à Nour. Voyage au bout de l'enfance. Point, aux éditions Point. Rachid Benzine avec une très belle couverture aussi, dessinée dans les yeux du ciel. Rachid Benzine, le Coran expliqué aux jeunes, un peu plus ancien me semble-t-il. Oui. Rachid Benzine, Ainsi parlait ma mère, un court ouvrage facile à lire. Les silences des pères, paru récemment, qui a obtenu un prix. Voilà, donc merci beaucoup Rachid Benzine d'avoir fait le déplacement, d'avoir été avec nous. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission spéciale Marocain du Monde. Merci, au revoir.